ça peut passer par le fait de s'affirmer, de dire non. Et ça, c'est souvent quelque chose de très, 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 très compliqué. Et souvent Oui. chez les femmes d'ailleurs, hein, qui ont tendance à faire plaisir, elles se sentent déjà pas légitimes ou ne se sentent déjà pas suffisamment valorisées. Le fait de s'affirmer ou de parler, c'est parfois compliqué. Dans tous les choix qu'on va faire, finalement, il va y avoir cette trace-là de comment on a été sécurisé ou non dans la valeur qu'on avait. J'entends déjà les voix des personnes qui nous écoutent. Vous êtes bien gentilles, les filles, mais moi, dans ma boîte, je ne fais pas ce que je veux, c'est le chef qui décide. Oui, c'est le chef qui décide, mais une relation de travail, ce n'est pas un couteau sous la gorge. On est bien d'accord que c'est de gré à gré. En tout cas, c'est censé l'être. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, je reçois Jessie Moni-Tirode. Bonjour Jessie. Bonjour, Gélita. C'est un immense plaisir de te recevoir ici. Ceux qui nous écoutent ne voient pas les sourires qui nous illuminent. C'est juste magique. C'est clair, c'est clair. C'est vraiment un honneur partagé, un plaisir partagé. J'ai vraiment hâte. Jessie, tu es coach en développement professionnel et personnel, Mhm. principalement pour les femmes, et tu les aides à bâtir une carrière qui les ressemble. C'est exactement ça. C'est la mission qui bat dans mon cœur depuis plusieurs années, 3 ans maintenant, d'accompagner les femmes à avoir la carrière qui mobilise leurs talents, mobilise ce qui leur donne du plaisir au travail et également aussi grandir personnellement parce qu'on va en parler très certainement, mais chacune d'entre nous vient avec un bagage plutôt lourd qui parfois finalement crée des frictions, crée des frictions dans notre évolution professionnelle et personnelle. Nous, on a connecté ensemble sur LinkedIn et je suis une grande fan de tes publications. D'ailleurs, j'invite chaleureusement tout le monde d'aller voir le profil de Jessie Moni-Tirode parce que ce sont des partages extrêmement pertinents, extrêmement personnels et qui parle à tout le monde. C'est un grand art de faire ça. On s'imagine en te lisant que c'est facile. Ce n'est pas si facile que ça de construire ce genre de poste. C'est inspirant et c'est profond. Et quand on te lit, Jessie, on apprend vraiment une autre dimension d'une carrière professionnelle. Oui, je pense que très souvent, on a peut-être des schémas qui sont là depuis un certain temps où on n'a pas pris le temps de se poser en fait et de penser en partant de soi. Et du coup, quand on est déjà le nez dans le guidon et qu'on ne rencontre pas forcément des difficultés ou des choses qui viennent titiller ces points-là, on ne les remet pas toujours en question. Et en fait, c'est au travers de ces petits événements-là un peu contraignants qu'on commence à se dire, ah tiens, je me rends compte que là, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui me dérange, quelque chose où j'ai besoin d'un changement. C'est à travers en fait les obstacles qu'on commence à se questionner petit à petit sur qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me ressemble et qu'est-ce que je veux que ce soit demain. J'étais séduite par le sujet que tu abordes très souvent et qui est le sujet, mon sujet de cœur, Hmm. qui est l'estime de soi au féminin. Parce que avec toi, on comprend très vite que l'estime de soi, donc quelque chose qui appartient au domaine de développement personnel, Hmm. doit être la base
d'un développement professionnel. Absolument. On a eu tendance à vraiment séparer les deux comme étant des choses complètement distinctes ou n'ayant pas de lien. Sauf que l'estime de soi est dans la construction de qui on est. Donc, à savoir, quelle est la valeur que je me donne en tant Mm. que personne et est-ce que je m'aime de manière inconditionnelle ou pas? Donc, ça va rencontrer à un moment donné le fait d'avoir des réussites ou des échecs. Donc, si cette estime de soi-là, l'amour qu'on se porte n'est pas suffisamment ancré, nourri, on va se dévaloriser. Donc, on va peut-être passer à côté d'opportunités. On va même pas imaginer qu'on soit légitime malgré Mm. d'éventuels résultats. De la même manière, l'image qu'on a de soi, ça peut être, là j'entends même physique, hein, parce que dans le physique, il y a le fait d'assister à des entretiens. Donc arriver en se disant déjà j'ai une mauvaise image de moi-même vis-à-vis d'un recruteur, ça part pas forcément très bien. La première impression qu'on va faire au travers de comment on se positionne, au travers de comment on réagit à travers les questions, ça va également pouvoir nous desservir en fait dans ce processus-là. Et en dernier lieu, on va aussi toucher à la confiance en soi en filigrane derrière, c'est est-ce que je valorise ce que je fais? Est-ce que je me sens capable de réussir dans les actions que je vais entreprendre? Donc finalement, il y a l'estime de soi et la confiance en soi qui sont vraiment deux socles, qui sont la base des actions qu'on va pouvoir entreprendre par la suite. Donc c'est au cœur en fait de tout ce qu'on a à accomplir, hein. Avoir une estime de soi qui est stable, qui est bien positionnée, ça va nous permettre d'avoir des actions qui vont Mm. dans le sens des objectifs qu'on se donne. Tu parles des choix, des opportunités que parfois on peut rater ou même pas ne pas imaginer qu'on puisse les accéder à ce genre de choses. Mm. Mais il y a aussi les décisions qu'on prend et qu'on accepte des choses qui ne nous conviennent pas. Ah oui, ce que tu dis, c'est ce que je remarque très, très, très souvent, et même par rapport à ma propre histoire, je fais aussi moi le parallèle, hein, le fait de ne pas être justement dans une estime de soi, on va dire saine. Finalement, tout est vraiment remis en question par la suite. Le fait de ne pas se dire je me sens capable de, le fait de se dire je ne vaux pas, le fait de se dire c'est pas fait pour moi. Quoi qu'il en soit, je ne serai jamais à la hauteur. Je vais toujours essayer de faire plaisir aux autres, sans jamais chercher ce qui me fait plaisir à moi-même. Je vais en fait toujours essayer de coller à l'image que les autres se font de moi, sans jamais me demander d'abord qui je suis moi, et ensuite Mm. essayer de réajuster sur les actions que je vais mettre en place. C'est hyper important de partir vraiment de la connaissance de soi. C'est vraiment à la base de beaucoup de choses, hein, de la connaissance de soi. Qui je suis en tant que personne, quelle est ma personnalité, dans quoi je prends plaisir, qu'est-ce que je me sens capable de faire, dans quelle direction je veux aller, quelle est l'ambition que je me donne derrière. Vraiment essayer de connecter ça en premier lieu à soi-même et ensuite planifier les actions qui vont me permettre de les atteindre. C'est à la base de beaucoup de choses. C'est vraiment à la base de beaucoup de choses. Mais avec ce fonctionnement, on peut remonter assez loin dans nos jeunesses Ah oui. où déjà on va choisir l'école ou des études qui sont pas forcément dirigées par une envie, une passion, mais par un choix parce que l'école était proche de chez moi, parce que les parents voulaient ça, parce que je me sentais pas capable de faire autre chose. Et Hmm. ensuite, notre vie et notre carrière professionnelle souvent découlent de ce fonctionnement. On prend une boîte qui se présente, le poste qui se présente, et on suit les opportunités professionnelles sans se poser une fois la question, est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Absolument. Et tu vois, quand tu parles de ça, moi, je fais le lien notamment avec l'enfance. Dans l'enfance, les styles d'attachement, on appelle ça, c'est une théorie qui a été élaborée par plusieurs psychologues. Et cette théorie, en fait, donne une idée du style, de la manière dont on noue les relations et de la manière dont on se sent sécurisé. Hmm. Le fait de se sentir sécurisé par une relation qu'on crée avec quelqu'un, et notamment nos parents, ou en tout cas notre environnement le plus proche, crée déjà le fait de se sentir OK avec le fait qu'on soit suffisamment aimé, aimable, digne d'amour et de respect.
le Ouais. fait qu'on se sente capable de survivre en étant un peu détaché d'une personne à qui on tient et qui nous renvoie justement cet amour et cette sécurité-là, donc on se sent sécure, ou dans un fonctionnement totalement dysfonctionnel qu'on a pu avoir, avec des personnes qui n'ont pas donné de repères ou avec des personnes qui étaient maltraitantes, avec des personnes qui... Enfin, tout ça, ça vient en fait construire la base de l'estime de soi. Et par la suite, quand on arrive à l'âge adulte notamment, si on a été tout le temps insécure dans les choix qu'on faisait parce qu'on voulait faire plaisir à papa et maman, parce qu'on ne se sentait que valable aux yeux de papa et maman, bah, dans le milieu du professionnel, ça va être la même chose. Ça va être juste remplacé par le manager, ça va être juste remplacé par les collègues, ça va être remplacé éventuellement par satisfaire le conjoint, etc. Donc, ce ne sera toujours pas nous au centre des décisions, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi? Et parce que ça va te faire plaisir à toi, je vais sentir que j'ai de la valeur et je vais sentir que je vaux quelque chose. Donc, c'est vraiment au départ que les choses se mettent en place. Et tant qu'on ne reprend pas le lead sur, OK, peut-être que j'ai eu un modèle dysfonctionnel, il faut que je me réapproprie ma capacité à changer les choses, ma capacité à me regarder différemment, la capacité à me renourrir d'une estime positive et d'une estime saine, le reste va suivre aussi dans le choix des opportunités, même dans le choix des conjoints, dans tous les choix qu'on va faire, finalement, il va y avoir cette trace-là de comment on a été sécurisé ou non dans la valeur qu'on avait. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu démontres qu'une évolution personnelle est possible dans le salariat. Parce que ce qu'on voit très souvent, et surtout après le Covid, le confinement, c'est que les femmes qui se sentent pas valorisées dans leur poste salarial quittent leurs entreprises et se mettent à leur compte. Mhm. Parce que c'est comme ça qu'elles s'imaginent qu'elles vont avoir la liberté, la possibilité de exprimer sa créativité et d'avoir des relations qu'elles souhaitent. Je trouve qu'on n'est pas toutes faites pour entrepreneuriat, que c'est un chemin plus exigeant encore sur le niveau d'estime de soi que le salariat et que c'est souvent OK si on a envie d'être dans une structure salariale. Absolument, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de manquer de liberté. Ou, on ne fonctionne pas tous pareil. Et encore une fois, même les personnes qui sont quittées du salariat pour arriver dans l'entrepreneuriat, il y a un pas à faire hein, entre les deux. Et il y Il y a en a vraiment un pas à faire, plusieurs. une déconstruction à faire. Donc, le fait d'être OK avec, moi, j'ai besoin d'un cadre et d'une structure dans laquelle je vais évoluer, c'est OK. Le Ouais. fait de se dire que moi, j'ai besoin de construire mon cadre et ensuite évoluer à l'intérieur, c'est aussi OK. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste un alignement entre comment je fonctionne, quels sont mes besoins professionnels, mes besoins personnels, mon style de vie et je m'aligne avec dans l'environnement où je sais que là-dedans, je veux m'épanouir. C'est vraiment un choix d'alignement finalement. C'est un bon choix d'être salarié ou c'est un mauvais choix d'être entrepreneur. D'ailleurs, ça peut même être les deux. Encore une fois, il y a des personnes qui Mhm. sont et salariés et entrepreneurs. Hein. Encore une fois, Évidemment. c'est juste à savoir avec quoi vous êtes aligné en termes de besoins professionnels, termes de besoins d'épanouissement et en termes de valeurs et de vie, de style de vie que vous voulez avoir. En fait, c'est qu'est-ce qui me correspond. Et qu'est-ce que tu dis? Parce que j'entends déjà les voix des personnes qui nous écoutent. Vous êtes bien gentilles, les filles, mais moi, dans ma boîte, je ne fais pas ce que je veux, c'est le chef qui décide. Oui, c'est le chef qui décide, mais une relation de travail, ce n'est pas un couteau sous la gorge. On est bien d'accord que c'est de gré à gré. En tout cas, c'est censé l'être. C'est pour ça que c'est important de bien choisir son environnement professionnel. C'est vraiment fondamental. Quand on arrive en entretien, poser les bonnes questions pour s'assurer que non seulement on est OK avec ses missions, qu'on est OK avec le fonctionnement et la relation qu'on va créer avec notre manager et avec l'équipe, on a également toute la période d'essai pour pouvoir tester tout ça. C'est de toujours garder à l'esprit qu'on a le pouvoir d'agir et à aucun moment on devient prisonnier d'un choix qu'on aurait fait
peut-être parce que derrière, la réorganisation a été mise en place et que ça a changé, les objectifs de l'entreprise ont changé. Vous aussi, vous pouvez changer. J'avais fait Mm. un post là-dessus où je parlais du fait que vous êtes toujours le capitaine de votre propre bateau. Et j'aime bien penser, quand je fais la traversée en ferry pour aller en Corse, moi, je prends ma voiture et je la mets dans un ferry, mais le ferry, il a une destination qui me convient. S'il décide à un moment donné de m'emmener dans une destination qui ne me convient pas, non, je suis désolée, en fait, ça va pas marcher. Donc, Mm. vous êtes toujours, toujours, toujours capitaine de votre propre bateau. Donc, encore faudrait-il que vous sachiez où vous voulez aller. Parce que, encore une fois, si on ne sait pas où on va, on prend n'importe quel bateau et on se retrouve quelque part. Mm. Donc, il faut être au clair avec l'endroit où on veut aller, professionnellement parlant et personnellement parlant. Et ensuite, il faut aussi se rendre compte qu'on a toujours le pouvoir d'agir. Donc, le pouvoir d'agir en entreprise, ça peut passer par plusieurs formes différentes. Ça peut passer par le fait de s'affirmer, Mm. le fait de dire non. Et ça, c'est souvent quelque chose de très, 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 très compliqué. Parce que, et souvent Oui, chez les femmes d'ailleurs, hein, qui ont tendance à faire plaisir, qui sont dans des milieux peut-être où elles se sentent déjà pas légitimes ou ne se sentent déjà pas suffisamment valorisées, où le fait de s'affirmer ou de parler, c'est parfois compliqué. Donc, il y a des moyens de s'exprimer, mais en tout cas, le cadre, vous le choisissez. Personne ne oui, vous prend de force pour vous mettre dans une entreprise. Vous choisissez l'environnement dans lequel vous voulez évoluer professionnellement. Et si vous vous rendez compte à un moment donné que vos objectifs ont changé ou que l'entreprise telle qu'elle avait émis son orientation stratégique ne vous convient pas, mais il y a d'autres entreprises. Il y a d'autres exactement. entreprises. Et plus on reste longtemps, plus on peut s'enfermer justement dans cette idée qu'il n'y a que dans cette entreprise-là que je suis valorisée, il n'y a que dans cette entreprise-là que je pourrai avoir un avenir ou une carrière. C'est pas forcément la réalité. C'est pas forcément la réalité. Derrière, il y a des peurs. Et ça, les peurs, Exactement. on travaille dessus pour ouvrir le champ des possibles, pour objectiver quelque chose qui est juste de l'ordre du je m'imagine quelque chose. Et tu vois, ce que tu dis euh, m'évoque une expérience personnelle que j'ai eue et qui m'a appris de faire attention aux red flags et de se servir de la période d'essai pour évaluer encore plus finement est-ce que cette boîte me convient ou pas. La Hmm. période d'essai, ce n'est pas uniquement pour valider votre compatibilité pour votre hiérarchie. C'est aussi la période qui nous sert à valider est-ce que l'entreprise est compatible avec mes attentes à moi. Et mon expérience, c'est que je me suis retrouvée dans une boîte qui clignotait en rouge. C'était Noël, si je regarde aujourd'hui, ça clignotait de partout. Il y avait une pervers narcissique, il y avait des collègues qui étaient complètement en soumission, il y avait de partout. Mais je me suis tellement attachée à l'envie que ça fonctionne, à une certaine image de valorisation parce que le poste sur papier était tellement parfait que je ne voulais pas Hmm. voir des red flags et je suis restée 3 mois dans une boîte qui a beaucoup nui à ma santé mentale. Mais c'était mon chemin de comprendre que j'avais besoin de travailler mon estime de moi. Ah, voilà, et c'est vraiment super le rappel que tu fais. Pour chacun d'entre nous, ça doit être vraiment une évidence qu'à aucun moment, vous ne disparaissez dans le choix. Hmm, Le choix, c'est par rapport à votre vie. Et quand c'est pareil pour les relations, enfin pour toute chose, n'oubliez jamais que vous êtes toujours présent, vous existez à tout moment, vous ne disparaissez pas. Vous prenez des décisions en étant au clair avec ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, les personnes que vous voulez côtoyer tous les jours. On passe quand même beaucoup de temps au travail, hein, donc c'est ça. c'est pas rien, c'est pas rien. De toujours se poser des questions, d'avoir un temps de recul. Et ça, j'insiste beaucoup sur le temps de recul parce que dans la société où on est, bah, ça va très vite. En fait, on a l'impression d'être le nez dans le guidon en permanence.
mais être vraiment en conscience de l'instant présent, de ce qui est en train de se jouer, et souvent de ce qui se passe même à l'intérieur de notre corps, hein, parce que les red flags, on peut les voir avec les yeux, mais notre corps en On peut les général, ressentir. on sent absolument que là, mes boyaux sont en train de se tordre, on sent que ma Ouais, gorge est en train de se nouer, on sent le cœur qui s'accélère, on le sent tout ça. ouais. Donc, c'est des signaux qui doivent bien nous parler pour nous dire, ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qu'est-ce que c'est? Quel est le Mm. message que je dois comprendre au travers de ce qui est en train de se passer, même dans mon corps? Parce que les mots MOTS qui ne sont pas dits se transforment souvent en mots MAUX par la suite. Exactement. Voilà, donc ces red flags, au début, c'est comme les signes, les tricolores, les feux tricolores, ça commence par des couleurs un peu douces, mais plus justement on a tendance à les ignorer et malheureusement on arrive au feu rouge et le feu rouge, ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, des choses vraiment graves qui vont nous arrêter pendant une longue période et nous mettre en indisponibilité. Donc c'est très très important d'être à l'écoute de soi. Ouais. Et tu vois, moi, je ne suis pas focalisée sur l'évolution professionnelle. J'accompagne des femmes dans l'estime de soi pour qu'elles puissent vivre une vie pleine et épanouie. Mais je parle souvent que c'est une base pour qu'elles adaptent leur travail à leur vie Mhm. et qu'elles le prennent comme un terrain de jeu de réalisation de soi, plutôt qu'elles adaptent toute leur vie à un job qui ne leur plaît pas. Mhm. Je suis complètement d'accord avec toi, là, Julita, sur cette question, parce que pas plus tard que cette semaine, j'ai eu une cliente avec laquelle on a échangé là-dessus, en se disant, quand on arrive quelque part et que notre estime de soi est basse, notamment dans notre vie personnelle, on va dire, imaginons que dans notre Mhm. vie personnelle, déjà à la base, on ait des comportements peut-être de dépendance affective vis-à-vis des autres. Donc on arrive sur le milieu du travail et on a cette attente-là de reconnaissance Ouais, quasiment dans tout ce qu'on va faire. Et quand on est une personne qui est travailleuse, une personne qui a des résultats, qui est performante, on va se faire remarquer au début. Parce que finalement, la reconnaissance au travers de paroles valorisantes, au travers d'une évaluation positive, au travers de collègues qui viennent nous demander de l'aide, très souvent, parce qu'on sait que toi, tu maîtrises le sujet, ça vient nourrir comme ça ce besoin de reconnaissance. Et finalement, petit à petit, le travail devient une idole. Le travail ouais, devient cette idole qui me fait croire que c'est là que j'ai de la valeur. Ce n'est que là que j'ai de la valeur. ouais. Et Parce que c'est parce que j'ai ce travail, parce que Hum, j'ai ce poste, j'ai ce titre, j'ai cette responsabilité, j'ai hum, de la valeur par ailleurs. absolument, c'est ça. Donc ça reste l'élément principal au travers duquel la personne va évaluer sa valeur. Donc ça fait des personnes qui pensent, je suis mon poste, je suis ce titre, Mm. je suis. Mais en fait, être et faire sont deux choses complètement distinctes. Être et faire sont deux choses complètement distinctes. Quand vous n'avez plus votre travail, vous ne cessez pas d'être, vous êtes toujours qui vous êtes. Vous pouvez changer de travail, mais vous pouvez difficilement changer qui vous êtes. Vous pouvez difficilement changer qui vous êtes. Donc c'est là tout le travail qu'on fait, c'est de savoir à quel point vous avez besoin de reconnaissance et est-ce que vous êtes dans une dimension qui peut être malsaine ou toxique pour vous. Donc, travailler sur l'estime de soi à la base pour la rendre équilibrée va vous permettre par la suite, quand vous allez arriver au travail, à considérer le travail juste comme un aspect de votre vie, comme un terrain de jeu, tu disais tout à l'heure, sur lequel je vais pouvoir m'épanouir parce que je vais faire ce que je sais faire de mieux, ce qui me plaît, ce qui a de l'impact dans la vie des autres aussi, parce que n'oublions pas que faire des choses pour soi, c'est bien, mais le fait d'être en connexion et d'être utile, ça fait aussi partie des choses qui nous nourrissent en tant que personne et qui nous épanouissent. Donc, comment est-ce que ce que je vais faire va avoir de l'impact, va être significatif au Mm. travail? C'est à travers tout ça, finalement, qu'on construit une vie épanouissante à 360. Quel est l'état des femmes qui viennent faire appel à toi?
est-ce que ce sont des femmes qui sont en crise identitaire ou est-ce qu'elles sont en burn-out? Alors, les femmes qui viennent me voir sont en questionnement professionnel. Mhm. Pour certaines, le questionnement professionnel peut avoir été occasionné par un burn-out. Alors, du coup, sorti du contexte médical, parce qu'on travaille vraiment sur des approches différentes, hein, sur des psychologues ou enfin, d'autres thérapeutes d'un point de vue médical, elles ont cet accompagnement-là. Et moi, j'interviens à la suite pour les aider à reconstruire une relation de travail, reconstruire un environnement de travail qui va respecter qui elles sont, parce que peut-être qu'elles se sont oubliées dans le processus au préalable. Donc, ça peut être des femmes qui sont effectivement, qui sont passées par un burn-out, ça peut être juste des personnes qui se disent que je sens que j'ai besoin de changer, mais je ne sais ni par où commencer, ni comment faire. Mhm. Voilà. Donc, ça peut être juste des personnes qui se posent des questions parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour la plupart, c'est voilà, c'est le questionnement professionnel, mais ça peut être des femmes en burn-out, effectivement, ou des femmes qui ont besoin de changement, mais qui n'ont pas la clarté pour. Ça peut être aussi des personnes qui manquent de confiance et souvent, effectivement, le manque de confiance est venu derrière à la suite du burn-out ou le manque de confiance est venu par le fait d'avoir fréquenté, pardon, très longtemps un environnement toxique, un environnement où il n'y a pas de reconnaissance, un environnement où il y a éventuellement du harcèlement, de la maltraitance de diverses manières, ou un environnement où il y a un plafond au-dessus de soi. On sent qu'on est arrivé au maximum dans cet environnement-là parce que bah, juste au-dessus de moi, c'est le DRH ou la DRH. Ouais. Et après, j'ai plus d'opportunités ou tout simplement, j'arrive au bout dans cette structure-là parce que la taille est trop petite, parce que le fait de pouvoir ajouter tel ou tel domaine à mon activité, ce n'est pas possible. En fait, c'est des Mhm. personnes en questionnement professionnel de manière large, mais ça peut effectivement avoir une dimension plus ayant affecté la santé. Et quand on suit ton accompagnement, est-ce que rester dans la même entreprise est toujours envisageable ou c'est la plupart du temps changement de boîte? Il n'y a pas de règle, il y a pas de règle absolue là-dessus. Il y a juste, comme tu disais tout à l'heure, des red flags. Hmm. C'est difficile, même quasiment les psychiatres ne recommandent pas à une personne qui a fait un burn-out de rester dans la structure ou l'endroit où elle a fait un burn-out. Hmm. Elle recommande un changement radical d'environnement professionnel pour se reconstruire ailleurs. Donc, il y a effectivement des personnes qui sont amenées à changer. Et c'est souvent la crainte d'ailleurs des personnes qui viennent faire un bilan de compétences ou que les managers entendent qu'un collaborateur veut faire un bilan de compétences, ils se disent, ça y est, c'est bon, elle a déjà préparé ses valises, elle va partir. C'est pas toujours le cas. C'est une possibilité, mais c'est pas toujours le cas. J'ai même rencontré aussi une personne qui était sur son poste, euh, avec qui ça se passait bien relationnellement parlant avec son manager, mais qui n'arrivait plus à s'y retrouver d'un point de vue de mission, d'un point Hmm. de vue de plaisir au travail, d'un point de vue de nouveauté dans les activités. Et en fait, quand elle est venue, elle était déjà émotionnellement parlant dans une saturation qui faisait qu'elle n'avait plus l'objectivité nécessaire pour se dire, mais en fait, j'aime ça aussi et j'aime ça aussi. Et en plus, avec ma manager, j'ai la possibilité de parler avec elle pour qu'elle m'ouvre, elle me donne l'autorisation de tester ça, ça et ça. Donc, ce qui a fait que ça a pu déboucher par la suite par du job crafting, en fait. C'est le fait de redonner un coup de jeune à son poste, de le redynamiser, réorganiser les missions pour qu'au final, ce soit satisfaisant et puis je sois repartie pour je ne sais pas combien d'années. Ouais. C'est pas systématique de partir. C'est parfois juste au moment où émotionnellement on est chargé comme ça, que c'est plus objectif de savoir ce qu'on veut, c'est d'avoir ce temps de recul-là pour se dire, OK, je me repose encore une fois sur qui je suis, ce que je veux, ce que je veux apporter, ce que je sais faire, à qui est-ce que je veux proposer mes compétences, mes talents, mes dons. Ça fait sens pour moi et ça va faire sens pour eux. Et ensuite, je vais voir du coup si c'est possible là où je suis aujourd'hui ou c'est tout simplement un autre environnement que je dois chercher ou un autre environnement que je dois créer. Hmm. Ça peut être aussi ce que tu disais au départ, une prise de conscience, une augmentation de confiance en soi pour s'apercevoir qu'il y a des postes pour lesquels, au sein de la même entreprise,
pour lesquels je n'ai jamais osé postuler. Absolument, absolument. Mais souvent, dans ce cas-là, quand même, il y a eu des petits indices qui faisaient penser que, on a commencé à vous proposer un peu plus de missions, d'aller un peu dans des responsabilités un peu supérieures, mais que c'est vous qui avez fait le frein. C'est soi-même, on se Mm. dit, ah non, non, je veux pas y aller parce que je m'en sens pas capable, j'ai peur d'échouer. Et si j'échoue, bah, bien entendu, ça reste inconscient, hein, c'est des choses qui sont pas ouvertement pensées, ou pas tout de suite. C'est si j'échoue, je vais avoir honte, on va se moquer de moi, ou si j'échoue, je vais pas pouvoir le supporter, etc., etc. Donc, c'est toujours finalement se remettre au centre de, OK, où j'en suis aujourd'hui et comment je me vois, comment je pense la personne que je suis, les capacités qu'elle a, les ambitions qu'elle peut s'autoriser. Et là, on est beaucoup dans l'autorisation, sur qu'est-ce que je peux m'autoriser à faire, qu'est-ce que je peux m'autoriser à viser. Et c'est vrai Mm. que les femmes, très notamment, je retrouve beaucoup le syndrome de la bonne élève, hein. Donc ça fait Oui. que ça donne quand même déjà de base un cadre un peu rigide et des limitations sur je ne vais pas le faire parce que j'ai peur d'échouer. Je ne vais pas le faire parce que on va découvrir que finalement je ne suis pas capable ou que je ne suis pas compétente. On va découvrir que je n'ai pas le potentiel et finalement ça va me retomber dessus et voilà, je vais vivre avec des sentiments négatifs. Moi, j'ai eu des personnes même en accompagnement qui se disaient mais tout le monde sait le faire ça. Donc moi, je dis, non, tout le monde ne sait pas le faire. Moi, par exemple, je me dis, quand je vous écoute en parler et quand je vois comment vous le faites, je suis désolée, ce n'est pas, je n'aurais jamais pensé à le faire comme ça. Donc c'est tellement ancré qu'elles ne se sont même pas dit que ce qu'elles faisaient pouvait être exceptionnel, ce qu'elles faisaient pouvait Oui. être waouh, quoi. C'est toujours, en fait, il y a besoin d'avoir une certaine conformité. Non, je suis comme les autres. Ouais. Ben, on Oui, a oui, cette non, culture de dévalorisation tout à fait. et pour ne pas gêner les autres, pour être entre guillemets gentil, je vais dévaloriser ce que je fais. C'est comme tout le monde, c'est normal. Tout le monde sait faire ça. Et on rentre dans cette spirale où on se sent quelconque. Ouais, et je vais même plus loin dans ce que tu dis, c'est parfois le fait de se dire que je ne suis pas comme les autres, ça peut être pour certaines personnes vu comme je suis déloyale. Hmm. Je suis déloyale. Si je ne suis pas comme les autres, je me mets en avant, je sors du groupe, je sors des autres et m'expose à un rejet, à une mort sociale, à une solitude qu'on n'est pas prêt à accepter, en fait. On n'est pas forcément prêt à accepter d'être différent des autres parce que se sentir différent des autres, c'est potentiellement se sentir exclu et seul. Oui. Donc, il y a certaines personnes qui n'iront pas là-dedans, qui n'iront pas au bout de leurs ambitions parce que réussir en faisant ça, c'est me sentir seule. Et ça, je ne peux pas supporter d'être seule. Donc, on revient à des personnes qui, enfants, n'ont pas été sécurisées dans le fait d'être seules, de se dire, mais si je me retrouve seule, mais je vais mourir. Le bébé, quand il est tout bébé, il n'a pas d'autre moyen que de crier, de pleurer pour qu'on vienne prendre soin de lui. Donc, il attire l'attention pour qu'on vienne prendre soin de lui. Mais une personne adulte qui est restée dans cette dimension de j'ai crié, j'ai pleuré, personne n'est venu prendre soin de moi, finalement se dit, je vais mourir. Oui. Je vais mourir. Donc, il faut Oui. vraiment qu'il y ait une passerelle qui se fasse au niveau émotionnel pour qu'on ait la maturité de se dire, OK, à un certain moment donné, j'avais besoin d'être soutenu, besoin d'être encadré, besoin d'être accompagné. Mais aujourd'hui et avec le temps, j'ai acquis la maturité, j'ai acquis les capacités, j'ai acquis la volonté de pouvoir faire les choses. Et aujourd'hui, je peux m'autoriser à faire un pas de côté pour être la personne que je suis vraiment à l'intérieur de moi. Quel beau message de si. Dans le podcast La clé de soi qui parle de l'estime de soi, c'est magnifique de pouvoir entendre cette belle mission de vie. Est-ce que tu aurais le mot de la fin? Le mot de la fin. Alors, j'ai plusieurs choses que je veux partager, en tout cas, qui me tiennent beaucoup à cœur. Pour les personnes qui
qui ont traversé des moments difficiles, j'ai envie de vous dire, il y a de l'or dans vos cicatrices. Il y a de l'or dans vos cicatrices. Ces personnes-là traînent de la culpabilité. Ces personnes-là traînent une douleur, une envie de se cacher, une envie d'être conforme au reste et surtout Ouais. pas telles qu'elles sont, briller telles qu'elles sont. Or, le fait d'aller regarder dans ce qui s'est passé, qui a été douloureux à un moment donné, vous pouvez voir combien ça vous a fait grandir, notamment, et vous pouvez voir ce que vous pouvez aujourd'hui utiliser en termes de compétences. Parce que, en réalité, c'est un processus de montée en compétences, passer par ces douleurs-là. Alors, je ne dis pas bien sûr qu'on a envie d'aller les chercher, les douleurs, hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais une fois qu'elles se présentent à nous et qu'elles viennent secouer notre vie, elles viennent toujours nous permettre de prendre quelque chose qui va nous être utile pour la suite de notre parcours. Donc, si vous avez rencontré des difficultés, allez chercher la pépite derrière ce qui s'est passé. Allez chercher les compétences que vous avez pu mobiliser, dont vous ne pensiez pas capable. Allez chercher ça. Et ensuite, regardez-vous avec toute la bienveillance que vous donneriez à votre enfant. Mm. J'insiste là-dessus parce que on peut avoir calqué une relation où on était sur soi dans le reproche, dans la condamnation, dans la moquerie, dans tout ce qui fait mal. Mais une fois que nous, on se rend compte qu'on est à la barre de notre propre vie, on peut se dire, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui soit bienveillant vis-à-vis de moi. Et plutôt que de réentendre en permanence ces reproches, c'est tu n'es pas capable, tu vas rien faire de ta vie, tu es moche, tu es ceci, tu es cela. Parler avec toute la bienveillance qu'on aurait vis-à-vis de quelqu'un à qui on tient vraiment. Et si c'est une image de votre enfant qui vous vient parce que vous vous dites que quand mon enfant il fait des bêtises, je lui dis pas je te déteste, je lui dis je n'aime pas ta bêtise mais je t'aime toujours, vous pouvez vous le dire à vous-même tous les jours. Je n'aime pas ce que tu fais, mais je t'aime toi et je t'aimerai toujours inconditionnellement. La valeur que tu as à mes yeux ne dépend pas des bêtises que tu fais. La valeur que tu as à mes yeux ne dépend pas du fait que tu aies raté ou pas cette action que tu as lancée. Maintenant qu'effectivement, tu as t'as peut-être fait une erreur, change de stratégie. Change juste de stratégie. Ta valeur, elle n'a pas changé. Donc, il y a de l'or dans vos cicatrices et reconnectez-vous à vous-même avec la plus grande des bienveillances pour le reste de votre parcours professionnel et personnel. Merci beaucoup, Jessie. C'était vraiment un plaisir, Jélita. J'espère que tu as passé un bon moment et merci pour tous tes partages. C'était incroyable. Merci, vraiment, c'est quelque chose qui bat dans mon cœur, hein, que chacun de nous se rende compte de sa valeur et puisse aller le plus loin possible, en tout cas, dans ce qui bat dans son cœur. Je mets tous les liens où on peut te retrouver dans la description de ce podcast et puis on peut te retrouver tes posts magnifiques sur LinkedIn. Jessie Moni Tirode. Merci beaucoup. Merci, Jélita. Merci à tous. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.